Notre deuxième débat, le RN a-t-il brisé le plafond de verre puisqu'il va avoir entre 60 et 95 députés a priori. Philippe Bilger, est-ce que le RN a brisé le plafond de verre ce soir? Vous êtes 84% à dire oui sur Twitter. Moi, je le pense, et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que le Front républicain était une absurdité intellectuelle et politique et une offense à la démocratie. Mais on n'est pas obligé de partager mon point de vue. Mais il faut voir que j'avais lu quelque part, Philippe, que si la proportionnelle avait existé, le Rassemblement national aurait dû avoir 121 députés. Donc, nous ne sommes pas, on est encore un peu éloigné de ce niveau-là, mais n'empêche, il n'y a plus un gouffre entre la composition du Rassemblement national aujourd'hui à l'Assemblée et ce qu'elle aurait été. Donc ça montre à quel point le plafond de verre non seulement n'existe plus, mais il a sauté en éclats d'une manière vigoureuse. Et je rappelle, ce que vous savez mieux que moi, que 40% par exemple des NUPES, de la NUP, a voté pour le Rassemblement national. En cas de second tour face à Renaissance. Hein. Et une partie, il faut le préciser, dans l'autre sens, de l'électorat Rassemblement national qui s'est reporté sur les NUPES. Voilà. Ce plafond de verre a sauté et le Rassemblement national, au fond, la famille Le Pen, la famille politique lepéniste, revient en force, plus que jamais, à l'Assemblée nationale, alors même que ce n'est pas comme en 1986, une élection à la proportionnelle, que c'était une élection au suffrage universel majoritaire à 2 tours. Et donc, et je rappelle qu'avec la proportionnelle, il n'avait eu que 35 députés en 86. Là, on est au moins entre le double et le triple. Hein. C'est ça. Donc, par ailleurs, même s'il y a eu une difficulté avec Marine Le Pen dans les 2 dernières élections présidentielles, puisque finalement elle a été battue, pour autant, Louis Alliot, d'ailleurs très habilement ce soir, sur Sud Radio, a donné un grand nombre d'informations. Il a plaidé pour le retour à la présidence du parti de Marine Le Pen. Et il a évoqué en quelques mots, presque explicitement, le fait que ce devait être, elle, sans doute, la candidate dans 5 ans à la présidence de la République. C'est-à-dire que la stratégie Alliot, et même du binôme Alliot-Marine Le Pen, c'est la stratégie de chaque pas, du pas à pas. Step by step, comme on dit en bon français. C'est ça, surtout dans les Pyrénées-Orientales. Oui. C'est un catalan courant que vous parlez là. Oui. Alors c'est pas ça passe en catalan, je crois. Et Marine Le Pen, en effet, travaille à l'implantation territoriale du Rassemblement national. Les scrutins majoritaires, c'est compliqué, mais tout de même, ce soir, ils font la démonstration qu'ils peuvent gagner. Et à cet égard, le vrai pari, c'est dans 5 ans, la présidentielle pour eux. C'est notre second débat, Romain Ben David. Est-ce que le plafond de verre sur le RN est tombé ce soir? Parce qu'au mieux, ils avaient eu 7, au scrutin majoritaire, hein, ils avaient eu 7 députés lors de la dernière législature. Là, on est plus près de 100 que de 7. Est-ce que le plafond de verre s'est brisé? Il s'est brisé d'un point de vue local et du point de vue de ces élections législatives. Mais quand vous avez une candidate qui est présente au second tour et qui fait 41% des voix, pardon, si je dis pas de bêtises, c'est niveau national, pas encore. On peut plus parler moi je pense qu'on peut plus parler depuis longtemps de plafond de verre pour le Rassemblement national. Et en revanche, ce qu'on voit là, c'est un ancrage territorial qui n'existait pas vraiment avant. C'est-à-dire que c'était plus un vote d'opposition dans différentes circonscriptions. Là, on a de plus en plus la justification d'un vote d'adhésion quand vous avez des points, des zones électorales fortes, et ce sera un des enseignements, je pense aussi, de cette élection, quand on verra notamment, je pense, les scores de la Seine-Saint-Denis ou d'autres circonscriptions. C'est l'ancrage territorial très fort des différents mouvements d'opposition, voire un peu radicaux, ce qu'on a du côté de la NUPES ou du Rassemblement national. Et pour le Rassemblement national, au-delà du sud, du Nord-Pas-de-Calais et de la Provence-Alpes d'Azur, on a des vraies conquêtes, notamment en Nouvelle-Aquitaine ou dans la région centre. Notamment le Grand Chelem dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales. Thierry Guerrier. Une des inquiétudes que les stratèges de la Macronie redoutaient, vous voyez monter depuis quelques années, c'était la fusion, la réalisation politique d'une fusion des mécontentements entre, au fond, le mécontentement et la colère de gauche ou d'extrême gauche, et puis le mécontentement qui était devenu nationaliste, populiste d'extrême droite. Ce soir, on peut dire que non seulement le plafond de verre s'est brisé, mais que les anti-macronistes de droite ou d'extrême droite et les anti-macronistes
extrémistes de gauche et d'extrême gauche se sont à certains égards donné la main. Alors justement, je voudrais vous poser une question. Philippe Bilger, il y a quelques années, un autre Philippe, désolé mon cher Thierry, mon cher Romain, ça fait beaucoup de Philippe qu'on cite, Philippe Séguin avait dit « Le Front Républicain mettra un jour le FN à 40%. Aujourd'hui, c'est 41% et près de 100 députés. Philippe Bilger, le Front Républicain, c'est comme Capri, c'est fini ?» Ben, moi je le crois et j'ai dit tout à l'heure que je m'en félicitais, c'est évident, mais j'aurais aimé, si vous le permettez Philippe, mais très rapidement poser une question à Romain. Est-ce que vous ne croyez pas, Romain, que la disparition du Front Républicain de manière éclatante, là, vient du fait que pour la première fois, à tort ou à raison, une détestation profonde du président en place a fait céder la rectitude ou, je dirais, le caractère rigide de certaines frontières partisanes? Oui, enfin indéniablement, puisque quand on avait fait une estimation, par exemple dans l'Essonne, une intention de vote avant le second tour entre Jérôme Guedj et Amélie de Montchalin, quand on regarde ce que donnait l'électorat Rassemblement National, on était sur du 50-50 pour ceux qui allaient voter entre la NUPES et la majorité présidentielle. Donc on voit bien qu'il y a un vote anti-Macron qui peut être très élevé. Mais au-delà de ça, c'est difficile de parler de Front républicain quand la majorité présidentielle a été ambiguë elle-même sur le sujet. On a vu pas mal de ministres qui ont mis du temps avant de se mettre d'accord sur les consignes de vote. Il y avait quand même 62 duels entre la NUPES et le RN. On n'a toujours pas très bien compris aujourd'hui quelle était la consigne de vote de la majorité présidentielle qui se targuait avant de rappeler en permanence la consigne républicaine. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière consigne républicaine et si tout le monde s'y tient. Thierry Guerrier. Oui, à cet égard, il faut peut-être essayer de faire le bilan des erreurs stratégiques et tactiques d'Emmanuel Macron et de la Macronie depuis quelques mois et quelques années. Restons à quelques mois. Nous l'avons dit ici sur Sud Radio, je l'ai dit parfois dans mon éditorial, le fait de nommer un technocrate, une technocrate en l'occurrence à Matignon, et non pas un politique. De mettre autant de temps, presque un mois avant, avec c'est-à-dire une forme d'irrespect à l'égard de l'esprit au moins des institutions de la 5e. Ne pas renverser la table, ne pas tenir compte immédiatement du résultat, ne pas demander la démission du gouvernement, rester dans le sentiment qu'au fond la Macronie était toujours là, que c'était la même chose et qu'on était dans la continuation, ne pas faire campagne à l'élection présidentielle malgré la guerre. Et là, pendant la campagne électorale législative, très peu occuper le terrain pour finalement comme le lapin, alors que la tortue Mélenchon arrivait, là, clairement, et qu'elle a en partie gagné ce soir, eh bien, le lièvre Macron, lui, a fini par essayer de se remettre dans la course, mais voilà le résultat. Tout ceci, ce sont des éléments qui, pour un peuple comme le peuple français, qui a une mémoire politique, quoi qu'on en dise, sa mémoire politique, c'est celle tout de même des us et coutumes des institutions de la Ve République, pratiquées avec plus ou moins de bonheur par les uns et les autres. Eh bien là, il a voulu faire mentir, mais d'une telle manière, ces us et coutumes, qu'il a le résultat ce soir. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que si on regarde la NUPES, c'est 4 partis, il y a plus de députés, on peut refaire l'éclaté, grosso modo, mon cher Romain Ben David. La NUPES, c'est aux alentours d'un peu moins de 200 députés, c'est ça? Alors si on se base sur 165, mais ça évolue un peu, on avait une première estimation il y a une heure, on était sur 95 députés LFI, 30% Europe Écologie Les Verts, 29 PS et 12 PC. Mais enfin à prendre avec des pincettes, parce que ça peut encore évoluer, notamment en région parisienne. Juste un mot, vous voyez que non seulement ce qui est historique ce soir, c'est que le Rassemblement National sera sans doute en nombre de députés devant les LR, voilà. Oui. Mais de la même façon, devant les écologistes, c'est sûr, mais devant les écologistes, seront, même si c'est un député symbolique, devant le Parti socialiste aussi à l'Assemblée nationale. C'est là aussi du jamais vu. C'est là où je voulais en venir. Vous n'avez pas lu mes notes, mon cher Thierry Guerrier à l'envers. Est-ce que finalement, les grands esprits se rencontrent toujours? Est-ce que finalement aujourd'hui le RN, c'est pas la première force d'opposition, puisque la NUPES, c'était pas un parti mais un conglomérat? Mais Philippe, il était il y a un mois à la présidentielle. C'est simplement que là, tout le monde disait que la NUPES allait être Ça c'est l'art du magicien Mélenchon. Voilà, là la réalité locale s'aligne juste avec la réalité nationale. C'est-à-dire qu'enfin, sans parti pris, on a un échelon, on a un étiage national et on a un étiage local qui ressemble de plus en plus pour le RN à l'étiage national, mais il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Philippe Bilger.
Et sans surestimer les difficultés de la NUPES à l'Assemblée nationale, il est évident qu'il y aura quelques problèmes sur des points fondamentaux qu'on a glissés sous le tapis partisan pour ne pas gêner l'élection. Mais le Rassemblement national va constituer un groupe d'abord substantiel. Et en ce qui me concerne, je suis ravi de cette arrivée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale parce qu'au fond, je préfère le savoir là dans le cadre d'une Assemblée nationale que dans le pays. Et je crois que nous verrons alors les députés qui tiennent le choc, qui tiennent la route sur le plan intellectuel et démocratique. Je crois que c'est toujours mieux de faire venir l'opposition à l'Assemblée nationale plutôt que de la laisser dire parfois n'importe quoi dans le pays. Et nous verrons même si Emmanuel Macron ira jusqu'à considérer, au vu du poids de l'un et l'autre, NUPES, LFI, et puis d'un autre côté Rassemblement national, lequel des deux est la première force d'opposition. Car en fonction de la façon dont le président nouveau de l'Assemblée nationale décidera de qui est la première force d'opposition, alors, eh bien, là encore, la jurisprudence fait que c'est l'un des membres de ce groupe parlementaire premier d'opposition qui devient le président de la commission des finances. Évidemment, c'est un poste stratégique. Et donc, il faut rendre, non pas à César, mais à Cléopâtre, ce qui est à Cléopâtre, c'est-à-dire Françoise de Gois. C'est elle, tout à l'heure, sur l'antenne, qui nous a livré cette information, en tout cas ce débat qu'il y a lieu en ce moment. Le vrai sujet politique va être là, en effet, un des sujets au sein de l'Assemblée. Alors après, ensuite, il pouvait y avoir une bagarre avec les Verts et les socialistes, mais ils seront trop loin derrière LFI pour pouvoir prétendre à cette commission. Mais alors, je voudrais vous poser une question, les amis. La dédiabolisation de Marine Le Pen, aujourd'hui, elle trouve son succès avec pas loin de 100 députés. On sait que LFI, à mon avis, je ne peux me tromper, va jouer l'opposition frontale pure et dure à l'Assemblée nationale. C'est un peu la méthode Mélenchon, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Philippe Bilger, est-ce que si les députés RN arrivent à avoir un comportement, on va dire, très soft, très light, ça pourrait pas définitivement achever la dédiabolisation du parti ? Parce que dans ces cas-là, le président de l'Assemblée nationale ou même de la République parlera plus à des gens qui font preuve de bonne manière et de compréhension que des gens qui font de l'opposition systématique. Ah mais je suis persuadé que le Rassemblement national, avec les députés qu'il aura, rien que par volonté tactique de contraster avec la NUPES ou la France insoumise qui nous a promis des coups d'éclat permanents, eh bien probablement tentera d'être, comme vous le dites très bien, non pas forcément un modèle, c'est trop demandé, mais j'ai pas dit un modèle, j'ai pas dit ça. Non, un groupe d'équilibre et de responsabilité et de tenue parlementaire, j'en suis persuadé. Thierry Guerrier. C'est toute notre vie politique qui est en train de changer et qui a basculé ce soir. C'est-à-dire que je pense que comme Françoise de Gois, je le répète, je lui rends hommage là ce soir, a dit Philippe tout à l'heure... va pas être d'accord. Non mais mais c'est étrange, depuis qu'elle est partie et Éric Rodin fait tout le temps la parole. C'est fabuleux. Non mais, en l'occurrence, que soulignait tout à l'heure Françoise de Gois, c'est que finalement les diabolisations ne fonctionne plus. De la même façon que la diabolisation du RN, ex-Front National, n'a pas fonctionné, bien au contraire, la diabolisation de NUP, au fond, n'a pas fonctionné non plus, puisque ça les a même peut-être un peu boostés. Et donc, Oui, Philippe, est-ce que c'est sûr, Thierry? Est-ce que elle l'a dit tout à l'heure, vous avez totalement raison, mais n'empêche que je continue à penser que la NUP n'a pas atteint dans sa plénitude le résultat qu'elle espérait. Et je ne parle même pas de cette volonté de Mélenchon de devenir premier. Je me demande si une forme de diabolisation n'a pas un peu servi. Non, écoutez, moi je crois pas. Je n'ai jamais cru que Jean-Luc Mélenchon pouvait devenir Premier ministre. En revanche, Jean-Luc Mélenchon est tout de même celui qui aura amené une gauche à une
Combien elle avait de députés, enfin tout compris, je ne sais plus. 160, 170, c'est ça, à peu près. Là, on va avoir une gauche qui est à 250, un groupe LFI qui avait 17 députés, et il est devenu le patron de l'opposition de gauche à l'Assemblée nationale, même s'il n'est plus député, parce qu'il en sera le Deus ex machina, ou en tout cas celui qui tirera les ficelles. Il l'a dit, je suis le premier d'entre vous ce soir. Et donc je crois que c'est une réussite. Il faut. Oui, bien sûr. Comment dirais-je, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il a gagné son pari. Il savait lui-même qu'il ne serait pas Premier ministre, mais il a fait preuve d'une magie électorale, d'un savoir-faire du marketing politique comme jamais. C'est pas un trotskiste pour rien. Il a un savoir-faire politique qu'il doit à son mentor, Pierre-François Boussel-Lambert, qui était le parti Pierre Boussel, oui. Pierre Boussel-Lambert. Les trotskistes lambertistes, voilà, exactement. Et il a un génie et un savoir-faire qui ce soir se vérifie et il a gagné. 2 résultats inconfirmés et un attente de confirmation sur des personnalités importantes. Clément Beaune, a priori, serait réélu. Alors, il serait réélu, mais nous, on attend quand même une confirmation. Et Stanislas Guérini, lui passerait à 51,3. Pour Clément Beaune, c'est encore de la prudence. Et alors, sur Twitter, Raquel Garrido annonce sa victoire face à Jean-Christophe Lagarde. C'est-à-dire le député sortant UDI, c'est Raquel Garrido qui l'annonce sur son compte Twitter. Pas de résultat officiel. Pas de résultat officiel, mais Raquel Garrido le dit. Mais compte tenu de la réalité du 93, de la Seine-Saint-Denis, de la réalité politique, ce serait tout à fait cohérent que les NUP fassent un grand chelem dans la Seine-Saint-Denis. Absolument. Elle l'a dit en direct sur BFM TV qu'elle était réélue, en plus de le dire sur Twitter. Enfin, ce que Raquel Garrido n'a pas encore comme pouvoir, c'est celui de se mettre la couronne d'emblée d'elle-même. Ça n'existe pas encore. Voilà. Alors justement, quand on regarde ça, ce résultat, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un séisme dans la vie politique française, est-ce que vous ne voyez pas venir à grands pas une recomposition à droite, à gauche, au centre, Philippe Bilger ? Mais en ce qui à droite, j'espère bien que non. Ce serait paradoxal. Alors que les Républicains ont mis un temps fou à dire très précisément ce qui pouvait distinguer leur conception de la droite de la fausse droite d'Emmanuel Macron, et que au fond ils n'ont commencé à percevoir qu'il y avait une identité de la droite républicaine qu'avec la présidentielle et notamment les législatives, il serait paradoxal que cette droite aille s'embarguigner, alors que le macronisme a révélé, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, le roi est nu, qu'elle aille au secours de ce macronisme. Non, moi je n'y crois pas à cette recomposition à droite, et j'espère que, en dehors de quelques lucidités un petit peu paradoxales comme Jean-François Copé, ça n'est pas ce qui domine à droite, Philippe. Thierry Guerrier. Oui, moi c'est pas uniquement pour nourrir le débat ou une fausse opposition entre nous. Je pense sincèrement que le séisme est tel. Emmanuel Macron est dans une situation où il ne sait pas ce qu'il peut faire encore. Je pense que tout, vous entendez bien, tout est possible. Et le débat que nous avions avant sur la fin des diabolisations, des 2 diabolisations, va peut-être amener justement une mue à la fois à gauche et à droite. Je ne sais rien, je ne sais pas évidemment si on peut imaginer des majorités, y compris avec des votes où, sur certaines mesures, le Rassemblement national pourrait soutenir, par exemple en s'abstenant, certaines décisions. Je pense sincèrement, et je voudrais à cet égard éprouver Philippe, par exemple, Philippe Bilger, je pense que tout est possible et que là, la vie politique française vient de basculer. Romain Ben David veut nous dire quelque chose, toujours quelque chose d'intéressant. À mon avis, c'est des résultats, c'est mon petit doigt qui me le dit. Alors, on a une nouvelle estimation, effectivement, vu que les résultats des grandes villes s'affinent et tombent peu à peu. Ça ne change pas énormément les équilibres. Alors, on a toujours Ensemble en tête, mais sans évidemment majorité absolue, entre 235 et 240 sièges. Vous voyez que les échelles se raccourcissent. La NUPES est moins de 250, qu'est-ce qu'il va faire? La une de Libé demain, la gifle. Oui. Voilà, donc la NUPES est donnée entre 157 et 163. Le Rassemblement national 85 et 90, et les Républicains et ses alliés 65 à 70. Voilà. D'accord. Philippe Bilger pour répondre à Thierry Guerrier.
Eh bien non, mais je comprends tout à fait le point de vue de Thierry dans l'inventivité et le vivier dans lesquels le président de la République pourra puiser. Il y a certainement la volonté de laisser croire que il donnera des gages à ces républicains qui ont des fourmis dans les jambes et dans la tête à l'idée de ne pas rejoindre un groupe, une famille politique, un président qu'ils ont toujours abusivement, à mon avis, qualifié de droite. Mais tout est possible, Thierry a totalement raison, et pour rien au monde, je ne sous-estimerai la capacité tactique du président, même si pour la présidentielle, où il a gagné évidemment aisément le second tour, et pour les législatives, elle a été prise en défaut. Je suis persuadé que le résultat navrant pour la renaissance des législatives vient en grande partie de l'incompréhension des citoyens devant l'étrange démarche d'Emmanuel Macron depuis sa réélection. Absolument. Alors, on va parler de dédiabolisation, ça vous concerne pas vous, Philippe Bilger, et vous, Thierry Guerrier, hein. Vous êtes des anges, c'est bien connu. Ce serait trop long. Ce serait trop long en ce qui me concerne. Romain David. Oui, juste pour revenir sur ces deux derniers points de dédiabolisation et de recomposition, on parle beaucoup là de la NUPES et du Rassemblement national. Quid de la majorité présidentielle? Il y a un vote anti-Macron qui est très fort aujourd'hui, et s'il y a peut-être moins de diabolisation côté Rassemblement national, il y en a beaucoup côté majorité présidentielle. S'il y avait sur 101 affrontements entre En Marche, entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national, il y a eu autant d'élus Rassemblement national, c'est bien qu'une partie de l'électorat de gauche s'est reportée sur un vote anti-Macron. Donc la dédiabolisation ou la diabolisation, elle doit se poser aussi dans le camp d'Emmanuel Macron. Beaucoup des électeurs qui, au départ, le 24 avril, ont voté au second tour pour Emmanuel Macron à regret, des gens qui votaient Mélenchon par exemple, hein, beaucoup de ceux-là ont dit « Ok, ce sera pas l'extrême droite, on t'a réélu, mais on te soutient pas politiquement. » C'est ça le message ce soir. Justement, Éric Revel, est-ce que vous pensez que le message, finalement, les Français ne se sont pas vengés, se dire on a réélu Emmanuel Macron alors qu'on n'avait pas envie de lui parce que c'était Marine Le Pen au second tour, et on se venge aux législatives? Est-ce que c'est pas ça un peu le message de ces législatives? Oui, on a réélu Emmanuel Macron par défaut, mais on va pas lui laisser les clés du camion. Oui, on va pas lui laisser toutes les clés de tous les camions. Donc là, c'est une façon. Tous les moteurs du camion. Voilà. mais moi, où j'attends vraiment avec impatience la première déclaration du chef de l'État, c'est sur quelle réforme il compte maintenant travailler. Vous voyez, par exemple, la réforme un peu emblématique, d'ailleurs une partie de la droite l'avait trouvée courageuse, sur la réforme des retraites, bien qu'elle ne soit pas très claire. Mais regardez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les LR, bon, on verra ce qu'ils pourraient voter, mais le Front National, le Rassemblement National est pour une retraite à 60 ans. LFI et la NUPS, officiellement, est pour une retraite à 60 ans. C'est-à-dire que son projet de retraite à 64 ans, tel qu'il est ficelé aujourd'hui, il ne peut pas passer à l'Assemblée nationale. Non. Il ne peut pas passer. Il ne peut être que rejeté. Alors, c'est peut-être sur ce type de projet que le gouvernement, le futur gouvernement, jouera sa crédibilité et jouera du 49.3, mais encore c'est un fusil à un coup. Mais la réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle va devenir, qui était un peu le marqueur, c'est finalement le seul truc qu'on ait retenu de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est qu'il se tenait droit dans ses bottes et qu'il voulait toujours faire, alors même si c'était un peu confus, 65, 64 ans, on comprenait pas très bien, mais en tout cas il voulait la faire. Mais aujourd'hui il a absolument pas, il a aucune majorité pour faire passer cette réforme des retraites. Thierry Guerrier, ils se sont vengés, les Français? Oui, et évidemment, pas les Français. Parce que faut pas oublier que le président de la République conserve un socle, tout de même, qui, alors lui, est Macron-dolâtre, en l'occurrence. Mais dans le chapitre de l'inventivité, comme disait Philippe Bilger tout à l'heure, de l'inventivité possible, nous sommes tous d'accord ce soir sur l'idée que le président de la République va devoir totalement inventer. Trouver autre chose, non seulement changer de méthode, mais changer d'architecture politique. Il faut songer que
Alors évidemment, c'est pas la France et c'est pas la Ve République. Mais puisque tout est possible, il faut songer. Alors je prends pas l'exemple belge, mais regardez le temps que Ils se n'ont pas donne. eu de ministre de gouvernement pendant 1 an et demi, je crois. Voilà. Mais bon, donc prenons pas cet extrême. Mais en revanche, regardez le temps que se donnent certains de nos pays dans l'Union européenne, de nos amis concitoyens européens, que sont par exemple les Allemands, qui prennent le temps nécessaire. Je vous coupe. Elisabeth Borne s'exprime, on Au l'écoute vu en des direct. défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. En tant que force centrale dans cette nouvelle Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France. Les Français nous appellent à nous rassembler pour le pays. Depuis des semaines, le gouvernement est au travail et prend les mesures nécessaires pour protéger chacun. Demain, nous devons amplifier et accélérer notre action au service de tous les Français. Dès cet été, nous voulons prendre des mesures fortes et concrètes pour le pouvoir d'achat. Nous voulons continuer à vous protéger et assurer votre sécurité. Au-delà, je suis certaine que nous pouvons nous rassembler largement pour le plein emploi, pour une transition écologique ambitieuse, pour l'égalité des chances, pour l'école et la santé, pour notre souveraineté industrielle, énergétique et agricole. Avec le président de la République, nous allons œuvrer dans le dialogue, à l'écoute des Françaises et des Français et de toutes les forces vives, partout et dans tous les territoires. J'ai confiance dans notre pays, confiance en chacun de nous et en notre esprit de responsabilité. Nous avons tout pour réussir et c'est ensemble que nous y parviendrons. Vive la République et vive la France. Éric Revel, Thierry Guerrier. Évidemment pas manquer de respect à la Première ministre, mais pardonnez-moi, est-ce qu'elle pensait qu'elle répétait son discours ou qu'elle était en direct? Parce que franchement, enfin, c'est ni fait ni à faire. Sur la forme, sur le fond, le ton est pas bon. Enfin, je veux dire, il y a aucun enthousiasme. Elle donne l'impression de pas croire un seul instant à ce qu'elle dit. Enfin, c'est, pardonnez-moi, mais c'est un peu catastrophique. Ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, écoutez bien par quoi elle a commencé. Elle a commencé par dire que ensemble, c'était maintenant la force centrale. Oui. Mais regardez cet aveu d'échec. Parce que quand vous regardez la longue séquence de ces élections législatives, on a commencé par un chef de l'État qui nous parlait évidemment d'une majorité absolue. Puis lorsqu'il est parti en Roumanie-Moldavie devant son avion, il nous l'a fait à la Donald Trump, il a parlé de majorité solide. Plus d'absolu, de majorité solide. Et là, l'atterrissage ce soir, si j'ose dire, c'est « nous sommes une force centrale », dit Elisabeth Borne. Eh bien, dans ce glissement entre absolu, solide et central, vous avez tout l'échec ce soir de la Macronie. Thierry Guerrier. Oui, je dirais même que je suis assez terrifié. Parce que ce soir, compte tenu de ce qui s'est passé, les Français ont voté. Il y a tout de même, pardon d'y revenir en permanence, mais nous avons des institutions. Et vu la sanction qui s'est vérifiée dans les urnes ce soir, là on a le sentiment, alors même que sans doute, elle a eu le président de la République au téléphone. Ah non, elle est même allée à l'Élysée. Hein. Bon, alors très bien. Vous voyez, Elle est même allée à j'avais pas l'Élysée, cette information. donc c'était Ah oui, pour le elle voir. était à l'Élysée pour qu'on lui donne son texte. Non mais donc ce soir, qui parle dans la bouche d'Elisabeth Borne? C'est le binôme président de la République, Première ministre. Dans les temps où on respectait l'esprit de la Ve, ce binôme devait être modifié à l'issue de chaque élection législative. Ce soir, pardonnez-moi, mais si la Macronie avait changé de méthode, la Première ministre aurait dit « Merci, merci à mes électeurs, je suis élu, je souhaite
puisque j'ai mené une campagne et nous sortons première force, je souhaite poursuivre. Pour autant, je laisse au président le loisir de décider et je présente ma démission. Ces mots n'ont pas été prononcés ce soir. Elle est donc maintenue comme première ministre, ce qui est au fond le signal que la Macronie ne change pas, alors même que ce soir, elle est en partie désavouée. Il n'y a pas de signal de changement. C'est clair, c'est assez inquiétant à cet égard. Philippe Bilger. Et pas juger ridicule le discours de la Première ministre au soir du premier tour des législatives. Mais là, je rejoins l'avis d'Éric et de Thierry, c'est effarant. Certes, je trouve un peu abusif, même si elle est allée à l'Élysée, qu'on parle d'un binôme dans la formulation qui vient d'être faite. Elle est le porte-parole du président, Philippe, ce soir. Oui, mais Thierry, je ne peux pas penser une seconde que le président de la République est assez stupide pour valider, par exemple, une phrase du genre « Les Français nous appellent à nous rassembler », alors que c'est une absurdité absolue et que c'est totalement le contraire. Je me demande... Je ne crois pas que ce discours soit fait de telle manière qu'il voudrait laisser croire que la Macronie a gagné, mais elle projette une sorte de voile totalement lénifiant sur une réalité que pour l'instant le pouvoir ne supporte pas. Et quant au maintien ou non du Premier ministre, Thierry, je vous propose d'attendre, parce que je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron ne va pas réfléchir davantage qu'apparemment il ne l'a fait avec elle ce soir. Les amis, je voudrais vous poser une question. Il y a une phrase d'Elisabeth Borne qui m'a marqué au début. Pas d'alternative au rassemblement avec la majorité. Autour de nous, c'est ça. Autour de nous. Est-ce qu'on n'est pas dans le déni de réalité par rapport aux résultats? C'est ce que vient de dire Philippe. Philippe dit... Mais là, c'est pire que tout, c'est le déni de réalité. Un voile pour essayer de supporter l'échec ce soir. Moi, je crois que c'est plus grave que ça. C'est une citation de Margaret Thatcher. Pas d'alternative. C'est fameuse, il n'y a pas d'alternative. Ah oui. C'est une fameuse citation qui peut rappeler de bonnes choses à certains, de moins bonnes à d'autres. C'est clair. Il y a deux solutions. C'est une façon, sans doute, première analyse, pour Emmanuel Macron de gagner du temps. C'est-à-dire d'être dans le déni, de gagner du temps, de voir comment tout ça va retomber un peu au fond du bocal. Ou bien, et là ça serait plus embêtant, parce que je rappelle que la crise économique, la crise sanitaire, la crise militaire, ou bien c'est un déni total. Et là, la rentrée de septembre, avec les petits soucis que nous avons économiques, sociaux, etc., risque d'être très inflammable. Si, comme le dit Thierry Guerrier, si rien ne change, c'est-à-dire si Emmanuel Macron continue d'être Jupiter, vient de faire ce soir, ne descend pas du mont Olympe, je ne sais pas si Jupiter est sur le mont Olympe, mais admettons, s'il reste plus dans que le droit coin dans ses bottes sur ses échasses, ça veut dire que la France peut devenir inflammable. Et évidemment, personne ne le souhaite. Mais si ce qui s'est passé ce soir n'est pas retenu par le président de la République... On écoute Fabien Roussel qui s'exprime en direct. Ah pardon. Dans cette région des Hauts-de-France très ouvrière et très industrielle, le combat est rude. Monsieur Roussel, vous avez brillé souvent par votre absence des rendez-vous de la NUPES qui ont été remarqués. Est-ce que vous vous réjouissez ce soir de ce score, de cette alliance à gauche entre 165 et 170 sièges, nous dit à l'instant l'Institut Lab? Oui, mais enfin, vous comprenez, par rapport à la situation, cette montée spectaculaire de l'extrême droite en France en voix et en nombre de sièges, et notamment dans ma région et dans le bassin minier où je vis, où je suis élu, vous comprenez que ma place, elle était ici et pas à Paris. Justement, est-ce que la NUPES, ça a encore une raison d'exister? Est-ce que c'est viable, la NUPES, ensemble? Parce que c'est quand même un peu le mariage de la carpe et du lapin. Quand on parle nucléaire avec les communistes, c'est pas vraiment la même vision qu'avec les écologistes ou avec LFI. Oui, non, bien sûr, c'est la carpe et le lapin sur le plan des programmes, bien entendu. Il n'y a rien à voir dans la vision de la politique énergétique de la France entre Fabien Roussel et puis même Yannick Jadot et les députés verts. Je disais Sandrine Rousseau parce qu'elle vient d'être élue députée. Eh bien voilà. Mais en revanche,
il faut toujours rester concret, réaliste. La réalité, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, c'est qu'aujourd'hui, le PS, ça va être 29-30 députés. Les Verts, c'est 29-30. Et devant, Jean-Luc Mélenchon est vraiment le gros des troupes. Donc, ils seront en capacité de leur imposer un certain nombre de comportements. Donc, l'obtention de certains avantages matériels, je l'ai déjà dit, une questure en tout cas à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un poste de co-gestionnaire des comptes de l'Assemblée avec certains crédits à la clé. Le fait d'avoir à terme une vice-présidence, des vice-présidences, mais aussi la présidence de la Commission des finances. Tous ces éléments qui sont des outils concrets pour faire de la politique, qui donnent des moyens techniques, vont imposer un certain temps à la majorité, à l'ensemble de ce groupe de gauche, les NUPES, de s'entendre encore jusqu'au moment où politiquement ils auront intérêt chacun à réexister. Mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Éric Revel, la NUPES, ça peut survivre? D'abord, vous le savez, la NUPES sera organisée avec des intergroupes à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en réalité, même si le Conseil d'État a retenu l'idée du logo NUPES, à l'Assemblée nationale, chacun reprend ses petits, les met sous son bras et regarde devant lui. Le PS, le PC, les Verts et LFI. C'est comme ça que ça va se passer. Sans parler... Mais pour la soupe, ils s'entendront. Bon. Mais en fait, Fabien Roussel vous a répondu. Il a répondu à votre question, mon cher Philippe. Quand on lui dit, mais vous êtes content quand même du succès, au-delà de votre réélection, vous êtes content du succès de la NUPES? Il répond pas. Il répond pas sur le succès de la NUPES. Oui, ce qui m'inquiète, c'est la progression du Rassemblement national. Bon, tout est dit, si vous voulez. Je pense que déjà, Fabien Roussel, il est dans une forme d'opposition à l'intérieur de la NUPES. C'est clair, net et précis. Oui, mais pour les grandes décisions collectives du groupe NUPES, je pense que pendant un certain temps, ils vont garder la façade de un certain temps qui durera un certain temps. Philippe Bilger. Ça n'est pas la première fois que Fabien Roussel manifeste une certaine distance à l'égard de la NUPES, dont je pense qu'il aimerait bien partir. Mais au fond, après le premier tour, j'avais considéré qu'il y avait de la part de Jean-Luc Mélenchon un coup de force, un génie tactique à l'idée d'avoir réussi à coaliser la NUPES et ensuite une réussite politique avec le premier tour. Mais je me demande si à l'Assemblée nationale, et surtout après ce qu'a dit Éric avec d'une certaine manière la dissolution au nom de l'autonomie de chacun de ces partis, on ne va pas arriver assez rapidement à un délitement de la NUPES à cause des différences de programme, et d'autre part, parce que j'insiste sur le plan psychologique, à cause probablement d'une différence d'attitude parlementaire de ces personnalités au sein de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que les socialistes, par exemple, auront la même vigueur, la même outrance, la même tenue ou le peu de tenue de la France insoumise. Il y aura des problèmes de personnalité qui vont peser. Des résultats sur des personnalités, un mot que vient d'utiliser Philippe Bilger, et pas les moindres, mon cher Romain Ben David. Oui, c'était très serré à Paris. Finalement, deux personnalités, deux ministres de la majorité présidentielle l'emportent. Stanislas Guerini, qui est élu avec 50,3% des suffrages, et Clément Beaune, donc qui était contre Caroline Mécari de la NUPES, avec 50,7%. Donc, la majorité présidentielle fait encore de la résistance dans une partie de la capitale où l'affrontement était très difficile contre la NUPES. Justement, quand on voit l'hécatombe parmi les membres du gouvernement, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont perdu, ou d'anciens membres du gouvernement, comment peut-on construire un nouveau gouvernement, Thierry Guerrier? Comment, je ne sais pas, je ne suis pas à la place du président de la République. Mais nous venons de vous dire, Philippe Bilger, Éric Revel et moi-même, notre stupéfaction devant la déclaration de celle qui est encore Premier ministre et qui aurait dit, par exemple, ne serait-ce que pour respecter l'esprit de la Constitution, j'ai remis ma démission au président de la République et celui-ci m'a demandé de poursuivre pour l'instant la gestion peut-être des affaires courantes, voire davantage de construire une majorité. Ça, c'est un peu ce qu'il y avait implicitement dans son discours, mais elle ne l'a pas dit. Et donc, vous voyez bien que pour l'instant, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que va inventer le président de la République? C'est la question que nous posons tous ce soir, pour laquelle nous évoquons un certain nombre d'hypothèses les uns et les autres. Mais enfin... Éric Revel.
Oui, non, c'est assez juste. On rentre dans une zone un peu de turbulence, de confusion. Incertitude totale. Alors peut-être que le président de la République a peut-être eu à l'esprit ce que vient de dire Thierry Guerrier, mais il n'a pas voulu rajouter au fiasco politique une sorte de crise institutionnelle en renvoyant dans la foulée ou en maintenant quelques jours, quelques semaines encore sa première ministre. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas, enfin on verra, mais comment Elisabeth Borne, qui n'est pas une chef de parti, qui n'est pas une politique, peut rester à la tête. Parce que, évidemment, le Premier ministre, il va avoir besoin de négocier pied à pied tous les projets de loi qu'il va amener à l'Assemblée nationale. Donc si c'est pas quelqu'un qui est roué à la démocratie parlementaire, qui connaît les uns et les autres, je vois pas comment c'est faisable. Et Elisabeth Borne, elle a plein de qualités dans son profil, mais évidemment, elle n'a pas celle-là. En particulier, elle paiera les frais d'une campagne qu'on ne lui a pas permis de faire, puisqu'on lui a demandé de s'occuper du Calvados, un point c'est tout. Hein. Thierry Guerrier. Oui, c'est une erreur que avec modération. Je ne sais le Calvados. Excellent. Mais en l'occurrence, non. Qui a décidé? Le président, de ne pas l'amener, par exemple, à se déplacer pour aller sur le terrain, soutenir les uns les autres et les personnalités. Mais pardon, vous avez vu davantage François Bayrou un peu à la fin? Vous avez vu davantage Édouard Philippe? Un peu à la fin, comme vous dites. Un peu à la fin, mais c'est tout. Oui. Donc ces gens qui quand même c'est pas ont la vrai, politique. Édouard Philippe, par exemple, a fait plus vus. Oui, c'est ça. Et puis on les a plus vus. Oui, mais en fait, Emmanuel Macron ne peut pas supporter que des gens qui puissent un jour peut-être aller le chercher sur une fonction présidentielle prennent de l'importance à ces législatives. Et on n'a pas beaucoup entendu François Bayrou, qui est un homme politique, alors pour le coup madré, hein. Oui. Il en a fait des campagnes. Sa première élection, c'est 88, je crois, comme député. Très bien, mais vous voyez, donc il a envoyé cette pauvre Elisabeth Borne qui a consommé du Calvados avec modération. Point final. Enfin, ça lui a permis d'être élu ce soir quand même. Bon, mais non, mais ce que vient de dire peut-être le Calvados aussi. Ce que vient de dire Éric est fondamental. Là, il vient de soulever un point clé dans la psychologie du président qui, sans spéculation, nous amène à réfléchir tout de même. À savoir que le président de la République ne veut pas, n'aime pas, n'a pas, il a tellement mal vécu son binôme avec Édouard Philippe qu'il ne veut plus d'une personnalité forte. Or, pour construire cette majorité d'action, pour reprendre les termes d'Elisabeth Borne, ce rassemblement large, je la cite aussi. Un petit peu plus tard, elle a dit il faut construire une majorité d'action. Pour être capable, avec l'Assemblée qui sort ce soir des urnes, de construire cette majorité d'action, il faut une ou un Premier ministre qui ait une force politique d'une autre dimension, d'une autre ampleur. Et le problème, c'est pas tellement finalement Elisabeth Borne elle-même, c'est le fait que le président de la République tout simplement n'en veut pas et que nous étions dans une marche d'évolution de nos institutions où finalement il était en train de fondre le poste de président et le poste de Premier ministre. Nicolas Sarkozy avait déjà commencé, le quinquennat a déjà provoqué la chose. Voilà, on était dans ce processus et ce soir, c'est un problème. Philippe Bilger. Oui, mais Thierry, avec le risque, s'il choisit, on ne sait pas d'ailleurs, s'il décide de remplacer Elisabeth Borne par un Premier ministre politique, le risque, c'est comme il va avoir une Assemblée nationale qui a retrouvé le sens du politique, est-ce qu'au fond, il n'aurait pas pu être tenté, au contraire, s'il remplaçait la Première ministre, de choisir, mais véritablement, une personnalité impeccable sur le plan technique, capable de créer des consensus qui dépasseraient un peu les fractures partisanes. C'était vrai peut-être à la fin, quand il l'a nommé, ça n'est plus vrai ce soir. Romain Ben David. Oui, on évoque pas mal les oppositions plurielles auxquelles doit faire face la majorité présidentielle. Mais je pense que c'est important aussi de parler de ce qui va se passer au sein de son groupe. Est-ce qu'Emmanuel Macron va tenir son groupe aussi facilement que 5 ans auparavant? Ce ne sont plus tous des néo-députés. Certains vont peut-être plus pencher à gauche pour aller au moins vers le PS ou la partie plus modérée de la NUPES, d'autres plus à droite. Et puis il y a des personnalités très fortes qui ont des formations, Édouard Philippe ou François Bayrou. Donc est-ce que son groupe déjà sera uni au sein de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Revel? C'est une excellente question posée par Romain Ben David. Pour prolonger ce que vient de dire Romain, je vais même dire que ça va aller de mal en pis. Plus le quinquennat va avancer, plus les députés qui forment d'ailleurs des blocs hétéroclites, que ce soit ensemble ou du côté de la NUPES, plus ces gens
vont essayer de reprendre leur bille, pour une raison très simple, c'est que derrière, il faut être réélu. Donc si vous êtes plutôt de gauche, si vous êtes ensemble, quand on va vous faire voter un texte qui vous marque plutôt à droite, vous allez commencer à jouer les frondeurs. Plus le quinquennat va avancer, parce que plus vous allez penser à votre réélection. Donc les majorités d'action aujourd'hui, avec des majorités de circonstances, avec une assemblée sans majorité absolue relative au gain, ça va aller de mal en pis, parce qu'en réalité, ces blocs hétéroclites vont se désagréger au fur et à mesure que va arriver la future élection des députés. Voilà. Et on pourrait multiplier les exemples d'ailleurs. Philippe Bilger. Je voudrais demander à Romain, dans l'espèce de l'immense virtualité, la relative virtualité des choix possibles du président de la République, est-ce que la donnée qu'il ne pourra plus se représenter en 2027, c'est quelque chose qui va infléchir radicalement sa tactique et sa stratégie? Honnêtement, ça c'est difficile de vous répondre là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que des présidents réélus s'intéressent, c'était le cas de François Mitterrand ou Jacques Chirac, s'intéressent un peu plus aux régaliens et un peu moins aux questions économiques et du quotidien. Mais là, avec une telle opposition politisée, je vois pas comment Emmanuel Macron pourrait prendre de la distance sous prétexte qu'il ne serait pas réélu, sinon c'est l'implosion. Thierry Guerrier. Ce que nous a dit tout à l'heure Philippe, parce que j'ai réagi avec une chute un peu rapide, mais ce que nous a dit Philippe Bilger à l'instant, c'est qu'au fond il disait la vertu que pourrait avoir Elisabeth Borne, c'est que désormais que le président n'a plus qu'une majorité relative, elle pourrait, étant technicienne, n'ayant pas de couleur politique trop prononcée, être le bon personnage pour pouvoir obtenir des majorités de circonstances. Pour faire la synthèse. Voilà. En fait, ce que nous dit Philippe, c'est que finalement, Emmanuel Macron, et là, si c'est ça son analyse politique, je le suis, aurait dû avoir un Premier ministre très politique pendant les élections pour mener le combat, ce qu'il n'a pas fait. Résultat, il est là ce soir. Et en effet, peut-être, cette Première ministre est technocrate. En tout cas, ce soir, elle est là, elle a cette capacité, cette vertu, mais elle n'a pas ce qui est nécessaire à nouveau. Maintenant, c'est pour reconstruire une majorité, la puissance politique. Éric Revel veut réagir. Je voudrais bien être dans la maison de Jean Castex ce soir, puisqu'il est en train de repeindre ses volets. Elle est à Prades, hein. J'encourage, parce que vous devez quand même bien vous marrer ce soir et vous dire et Philippe, Édouard Philippe aussi, hein. À quoi j'ai échappé. Jean Castex, on peut lui tirer notre chapeau, hein. Il a su tailler la route et retourner chez lui parce qu'il avait du boulot, donc repeindre sa rampe. Oui. J'invente pas, hein, et repeindre ses volets, mais il a su partir à temps, parce que là il se serait trouvé dans une situation qui l'aurait sinon débordé, en tout cas qui l'aurait beaucoup ennuyé. Donc comme il est installé dans le sud, Jean Castex, monsieur le Premier ministre, on pense à vous évidemment, hein. Mais moi, j'ai cité Édouard Philippe parce qu'il y en a un autre qui, dans une certaine mesure, doit ce être soir, content. Oui, parce que lui, il dit, vous voyez, tant qu'on a fait de la politique avec moi, c'est-à-dire à la fois de la technocratie, on a dirigé, mais on a aussi fait des choix qu'on assumait, où il avait un Premier ministre fort, alors ça fonctionnait. Voilà. Et là, ce soir, lui, il peut considérer qu'il a une victoire à la Pyrrhus. On part en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Thomas Porte. Bonsoir. Vous venez d'être élu député de la NUPES. Ouais, je viens de gagner la 3e circonscription du 93, donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie après 6 semaines de campagne particulièrement difficile dans une circonscription où il y avait un député sortant en marche. On la disait difficilement gagnable, et ce soir il y a eu une très grosse mobilisation, notamment dans les quartiers populaires, qui fait qu'on gagne la circonscription assez largement, à plus de 53%. Alors dites-nous, Jean-Luc Mélenchon, je vais dire Emmanuel Macron, autant pour moi, avait fait plus de 49% des voix au premier tour de la présidentielle en Seine-Saint-Denis. La NUPES a fait un grand chelem dans le département ? Oui, d'après les éléments que j'ai, mais je pense que vous avez les mêmes que moi. 12 circonscriptions sur 12 qui ont basculé dans l'escarcelle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est aussi le résultat de ce qui s'était passé à l'élection présidentielle où Jean-Luc Mélenchon était en tête dans 37 villes sur 40. C'est un vote de résistance, un vote de dignité, un vote d'espoir pour dire qu'aujourd'hui, ces gens-là veulent changer les choses et ne veulent plus des politiques qui sont menées depuis des années. Donc c'est véritablement pour nous une très bonne nouvelle, et c'est pour moi une très grande fierté. C'est ma première élection comme député. Voilà, je serai à la hauteur et je serai le porte-voix des habitants de cette circonscription. Vous allez échanger avec nos débatteurs du soir, Thierry Guerrier. Oui, Thomas Porte, c'est un peu tôt évidemment pour évoquer des circonstances que nous journalistes nous cherchons à essayer de définir. Mais est-ce que, alors qu'il y aura 3 sous-groupes au fond, hein, dans le groupe NUPES, qu'est-ce que vous pensez de la réaction par exemple de Fabien Roussel, qui commence déjà un petit peu à vouloir retrouver son identité? Vous savez, on a toujours dit que chaque force politique aurait son groupe à l'Assemblée, c'était dans le cadre de l'accord, mais qu'il y aurait un intergroupe
Et aujourd'hui, je crois que ce qui fait le résultat de nos victoires en Seine-Saint-Denis et un peu partout en France, où nous serons la première force politique d'opposition à Emmanuel Macron, c'est parce qu'il y avait la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Des gens se sont déplacés massivement pour nous élire dans les urnes parce qu'il y avait un accord. Et aujourd'hui, il faut continuer à travailler ensemble, évidemment dans le respect des identités de chacun. Mais je crois qu'on a prouvé quand même pendant 6 semaines sur un accord de gouvernement, sur un accord de programme, que nous pouvions travailler ensemble. Et moi, je lance ce soir un appel à continuer ce rassemblement dans les semaines à venir et de continuer ce travail à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui, pour nous, et en tout cas pour moi, est très cher. Philippe Bilger. Monsieur le député, je devine, et vous l'avez dit, votre joie à être élu pour la première fois. Est-ce que vous pensez, comme on l'a laissé entendre durant cette émission, que la pratique présidentielle, je dirais jupitérienne, même si elle l'était un peu moins ces derniers temps, va être très largement infléchie par le retour d'une vie parlementaire digne de ce nom? Oui, et je crois que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu des élections législatives avec un débat sur le rôle de l'Assemblée, sur le rôle des parlementaires qu'on a trop souvent oublié depuis 5 ans. Et Emmanuel Macron n'aura pas la majorité absolue d'après les éléments que j'ai. Donc il y aura une vie parlementaire, il devra faire avec les parlementaires, il devra composer avec des oppositions qui sont porteuses d'idées, qui sont représentantes de gens qui ont voté pour elle. Donc oui, c'est un bon signe pour la démocratie française que le Parlement, qui est une instance importante, retrouve du sens et qu'il n'y ait plus simplement un président de la République qui décide de tout. Mais vous savez, si ces élections législatives elles ont une telle importance, c'est que les Françaises et les Français ont bien vu ce qui s'était passé pendant 5 ans. Et je rappelle que dès le soir du deuxième tour de la présidentielle, la majorité des gens souhaitaient qu'Emmanuel Macron ait une cohabitation. Donc il y a un désir des Français d'avoir un Parlement fort qui travaille. Et c'est ce que nous ferons dans les semaines à venir pour valider le mandat que nous ont confié les électeurs. Merci beaucoup Thomas Porte. Je rappelle que vous venez d'être élu député de la 3e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Un mot, Thierry Guerrier? Oui, je me mets à la place de mes consoeurs et de mes confrères de presse écrite ce soir qui ont des journaux à sortir et qui aimeraient bien avoir les résultats des circonscriptions par circonscription et qui même pourraient lancer des éditoriaux ou des analyses en fonction évidemment de la réalité de la majorité, même relative, du président. À cette heure-ci, c'est pas encore acquis, ça doit être très dur et je les plains. Bravo. Alors un petit message de soutien à tous nos consoeurs et nos confrères de presse écrite. On les salue bien évidemment, Éric Revel. Oui, un petit paradoxe à soulever quand même, c'est que avec cette assemblée morcelée, fracturée, sans majorité, en fait, l'Assemblée va constituer également une sorte de soupape de sécurité pour la vapeur populaire. C'est-à-dire que cette Assemblée, si elle avait été macroniste, tous les problèmes dont je parlais tout à l'heure, ils auraient été frontaux. Là, il va y avoir, non, il n'y a pas eu d'état de grâce pour le président de la République. Oui. Il n'y a pas eu d'état de grâce pour le président de la République, mais il y aura un état de grâce populaire pour cette Assemblée nationale, parce que précisément, avec l'arrivée de la gauche en masse, les gens ont l'espoir que ça change. On verra, hein, le mur de la réalité est toujours plus compliqué. Mais en tout cas, cette Assemblée, c'est le bon côté de la fracture de ces blocs disparates. Ça constitue, vous savez, le petit truc qui est au-dessus de la cocotte minute et qui permet à la vapeur de s'échapper. La soupape. Philippe Bilger. Mais c'est ce que j'avais cherché à dire lors de l'absence trop longue d'Éric Revel tout à l'heure, qui nous a laissé croire qu'il avait fui devant les gens. Pas écouté Maître Bilger, c'est pour ça que je n'ai fait que me répéter. Il avait un coup de fil, je ne sais plus, il faut lui proposer Matignon. Françoise Degois, il a non mais Éric, vous avez totalement raison. Il est essentiel que les débats sulfureux, graves, violents du pays se retrouvent dans l'enceinte de l'Assemblée. Dans l'hémicycle et pas dans la rue. Absolument. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes, Romain Ben David. Si on devait tirer un bilan de cette soirée qu'on peut qualifier, je pense qu'on est tous d'accord ici, d'historique. Séisme. Elle est historique puisque c'est la première fois qu'un président élu a un aussi faible nombre de députés. Même François Mitterrand en avait plus en 1988 et avait des alliances plus faciles que ne l'aura à faire demain Emmanuel Macron. Mais je rejoindrai aussi ce qu'a dit Éric Revel dans un rééquilibre. Il y a aussi un rééquilibrage des institutions. Pour une fois, on critique le fait que l'Assemblée nationale est complètement invisibilisée, qu'elle est simplement une chambre d'enregistrement surtout depuis l'inversion du calendrier électoral. Là, on va avoir de nouveau une Assemblée nationale active et donc un vrai rééquilibrage des institutions qui étaient appelées par beaucoup de personnes et notamment par ceux qui s'abstiennent, qui ne trouvaient pas de légitimité à ces élections. Il nous reste 1 minute, une question. Vous voulez dire un mot, allez-y. Non, à certains égards, je fais souvent référence à l'histoire, mais nous nous retrouvons dans les premières
assemblées nationales, les premières chambres de la future 4e République, au moment de la Constituante, puis des gouvernements qui ont suivi avec le MPF, le RPF aussi de Gaulle, 47. Et les communistes qui ont été, et la SFIO qui ont été très présents aussi, et où il n'y avait pas de majorité, et où il avait fallu, et puis c'est devenu la ligne de la 4e, où il avait fallu des majorités de circonstances. On se retrouve ce soir avec une espèce d'hybridation, c'est à la mode dans l'écologie. Et bien là aussi, il y a une forme d'hybridation ce soir dans nos institutions. Mais il faudra apprendre la culture du compromis, ce qu'il y avait à l'époque, ce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui. Absolument d'accord. En 10 secondes. Oui, puisque Thierry Guerrier fait de l'histoire, je vais en faire un peu aussi pour conclure. Je dis à Jean-Luc Mélenchon, heureusement qu'il n'a pas été Premier ministre, parce que quand Mitterrand a été élu président de la République, le programme de gauche a duré 2 ans sur 14 ans, et après Mitterrand a fait une politique de droite. Merci à tous. On voit tout ça demain matin à partir de 5h avec Benjamin Glès, 7h, Patrick Roger, Cécile de Bénibus.